OK, pour la force de frottement, on a vu au début du chapitre qu'il y avait deux types de force de frottement, cinétique et statique. Je vais vous montrer le modèle. Supposons que je suis dans le régime statique. J'exerce une force, FA, une force appliquée vers la droite sur l'objet qui repose sur le sol, mais l'objet demeure immobile. Donc, par la première loi de Newton, on aurait que la somme des forces en X vaut 0, ce qui implique qu'il doit y avoir une force opposée à FA, et cette force-là, c'est la force de frottement statique. Si j'augmente la grandeur de ma force appliquée, la force statique va augmenter en fonction de ce que je donne comme force appliquée. Les deux devraient être toujours égales. Donc, si j'applique aucune force, si FA vaut 0, la force de frottement statique est nulle aussi. Si je voulais tracer la relation entre la force appliquée et la force statique Fs, ma relation doit être linéaire. Donc, pour une force appliquée de 2 newtons, je devrais avoir une force statique de 2 newtons, etc. Donc, je dois avoir de quoi de linéaire. Proportionnel. Okay, donc, par exemple, 10 newtons de force appliquée, j'aurais un Fs de 10 newtons. Mais il y a une limite à ça. Tout dépendamment des surfaces, à un moment donné, la force statique ne peut pas atteindre une valeur plus grande qu'une valeur qu'on appelle la force statique maximale. Quand on atteint la valeur Fs max, bien, si on pousse un petit peu plus, la force statique ne peut plus augmenter, donc on devient en régime cinétique. Donc la masse se met à bouger. Donc j'aurai une vitesse vers la droite, dans le sens où j'applique la force. Mais même si l'objet bouge, on a vu qu'on avait l'apparition d'une force de frottement cinétique qui s'oppose à la vitesse. On la nomme Fc. Et puis cette force-là, le modèle qu'on utilise nous dit que peu importe la grandeur de la force que j'applique, peu importe à quelle vitesse va l'objet, une fois que l'objet bouge, la force de frottement cinétique est constante. Donc, dans notre graphique, ça implique qu'on devrait avoir un plateau après le régime statique. Mais il se trouve que ce plateau-là, au lieu d'être directement sur le point de Fs max, il est légèrement en dessous. De sorte que Fc est toujours plus faible que Fs max. Ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle, quand on pousse un objet, au moment où il se met à bouger, il faut absolument réduire la grandeur de notre force, sinon l'objet va se mettre à accélérer. On le fait naturellement, ça. Si on pousse l'objet, puis dès qu'il se met à glisser, on réduit notre force pour que notre force appliquée soit égale à Fc. Puis dans ce cas-là, on a encore une somme de force qui vaut 0, puis l'objet va à vitesse constante. Donc en gros, c'est le modèle qu'on utilise. Qu'est-ce qui va définir la grandeur de la force de frottement cinétique et la grandeur de Fs max? Bien, ça va dépendre des coefficients de frottement entre les surfaces. On va expliquer le frottement par la rugosité des surfaces. Donc, là, j'ai exagéré peut-être la rugosité, mais on remarque que plus la surface est rugueuse, bien, plus il y a des chances que les objets accrochent un sur l'autre. Donc, on va avoir un coefficient de frottement qui va être en lien avec la rugosité des surfaces. Il y a deux coefficients de frottement. Donc, le premier coefficient, c'est la lettre grecque mu, mu-s pour mu statique. Lui, sa particularité, c'est qu'il est plus élevé que le coefficient de frottement cinétique parce qu'on suppose que l'objet est immobile. Puis quand l'objet est immobile, on peut supposer qu'il y a des points de contact. Donc, sur les pointes qu'on voit ici, là, en bleu, là, si on suppose que l'objet est immobile, bien, il y aura une interaction électrostatique qui va faire en sorte que les objets vont être collés jusqu'à temps qu'on réussisse à les décoller en poussant assez fort dessus. Puis c'est là qu'on va atteindre Fs max. Si on peut briser ces soudures-là, bien, l'objet se met en mouvement. Donc, le coefficient de frottement statique, bien, plus il est élevé, plus les soudures, si on veut, sont fortes. Et puis, généralement, on va avoir une valeur qui est située entre 0 et 1,5, 0 et 2. C'est une ordre de grandeur, donc ça ne monte pas vraiment plus que ça. Donc, on comprend qu'une surface qui a un mu-s de 0, ben, il n'y a aucune soudure qui se fait. Là. Les surfaces glissent une sur l'autre, il n'y a aucune résistance. Donc, je pousse. Dès que je me mets à pousser sur la surface, ça se met à bouger. Puis, une fois que l'objet est en mouvement, on ne parle plus de coefficient de frottement statique, mais plutôt cinétique. Donc, on suppose que toutes les petites soudures sont brisées. Puis la seule source de frottement est en lien avec la rugosité des surfaces. Donc, c'est mu encore, C pour cinétique. Et la valeur de mu-c est comprise entre 0 et mu-s. Je n'ai pas écrit plus petit ou égal, mais strictement
plus petit que μs. Donc, μc ne peut pas être égal à μs. Il est plus petit que μs nécessairement. Donc maintenant, c'est beau d'avoir les coefficients de frottement μs et μc, mais les forces de frottement, que ce soit FC ou Fs max, se calculent en fonction de la normale. Donc, plus la normale est grande, plus l'interaction entre les surfaces va être grande. Donc, plus la force de frottement va être grande. Donc, si on prend le cas où j'applique une force FA, et là, je suis sur la limite de mettre à glisser, donc là, mon Fs serait égal à Fs max. Okay? C'est la valeur maximum que Fs peut prendre. Et cette valeur-là se calcule assez simplement. Là. Donc, c'est tout simplement de prendre la valeur de la force normale et de le multiplier par le coefficient de frottement statique, μs. Là, remarquez qu'il n'y a pas de formule pour calculer Fs. Ce qu'on sait, c'est que Fs est là pour équilibrer les forces pour que le mouvement soit nul. Donc, Fs prend des valeurs entre 0 et Fs max. Donc, ça, c'est la partie linéaire de mon graphique de tantôt. Dans le régime cinétique, l'objet bouge. Mais il reste que le calcul se fait de la même façon pour Fc. On prend la valeur de la force normale, multipliée par le coefficient de frottement cinétique. Puisque c'est un principe qui n'est pas nécessairement facile à visualiser, ici, j'ai fait une petite simulation encore. Vous avez le graphique de tantôt, le régime statique qui est linéaire ici, et le régime cinétique par après. Donc ici, ce que j'ai, c'est j'applique une force, je peux augmenter la force appliquée. Puis quand j'applique ma force, vous voyez que la force statique vient s'ajuster automatiquement pour garder l'objet en équilibre. Donc il ne bougera pas l'objet, parce que la somme des forces en x vaut 0. Puis là, en même temps, vous avez aussi où je me trouve sur mon graphique. Donc, j'applique ma force ici. Et là, j'arrive proche de Fs max. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est que l'objet va se mettre à bouger. Ici. OK? Donc, j'applique ma force. Et là, quand je tombe en régime cinétique, l'objet se met à bouger. Puis là, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que justement, là, si j'applique ma force ici, une fois que l'objet se met à bouger, regardez la grandeur de la force de frottement, elle vient de diminuer. Okay? Donc, quand je suis en régime cinétique, c'est la force de frottement cinétique qui est appliquée. Puis, si je garde la même force appliquée qu'au moment où ça ne bougeait pas, ben c'est certain que ma somme de force est nettement positive. Donc, ça va générer une accélération qui est dans le sens des x positifs, parce que la somme des forces est égale à ma. Ce que je peux faire, c'est ralentir. Donc, j'applique une force qui est moins élevée. Puis, qu'est-ce qui vient d'arriver, en fait? C'est que, en réduisant ma force de frottement cinétique, elle, garde toujours la même grandeur. Mais à un moment donné, elle devient plus grande que la force appliquée. Donc, ça génère une accélération qui est dans le sens contraire de la vitesse. L'objet va ralentir jusqu'à avoir une vitesse nulle, puis on va retomber dans le régime statique. Donc, je vais le refaire. Puis remarquez bien, une fois que je suis dans le régime cinétique, mon graphique va changer. Parce que quand ça bouge, là, ma force de frottement cinétique est valide pour n'importe quelle force appliquée par après, tant et aussi longtemps que l'objet ne s'est pas arrêté. Pouf! Okay, puis là, j'ai réduit ma force. Donc ici, j'ai réduit encore. Là, ma force est plus petite que FC. Donc l'objet, qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit. Il ralentit pas vite. Là. Puis si j'applique une force qui est de moins en moins grande, mon FC ne changera jamais. Mais ma force appliquée va être réduite. Puis la somme des forces va être vraiment vers la gauche. Ce qui va générer une accélération vers la gauche. Donc une décélération ici. L'objet est rendu un petit peu loin. Là. Je peux afficher, parce que remarquez que là, ce qui est affiché ici, c'est Fs ou Fc. Je vous ai dit tantôt, Fs max, en fait, ce que c'est une valeur, c'est pas une force qui est appliquée sur l'objet. Fs max, ça se trouve à être la valeur limite que Fs peut prendre. Donc, je peux l'afficher, là, mais je l'ai mis en pointillé juste pour vous dire, c'est pas une force appliquée sur l'objet, c'est une valeur limite. Je fais la même chose, j'applique une force de plus en plus grande. Puis là, vous voyez sur mon dessin en bas, c'est que mon Fs se met à se rapprocher de plus en plus de Fs max, puis au moment où j'atteins Fs max, juste un petit peu après, et là, je tombe en régime cinétique. Je ralentis, on arrête, hop, on revient en régime statique. Une fois que l'objet est arrêté, on repart en régime statique.
Donc maintenant, qu'est-ce que je peux changer? Je peux changer, donc disons que j'applique une force ici, je peux changer le coefficient de frottement statique et cinétique. Là, je me suis arrangé pour que mu-c soit toujours plus petit que mu-s. Donc si je diminue mu-s, là, en fait, ce que ça va changer, c'est que bon, pour un mu-s de 0,5, ben, on comprend que ma force appliquée, je vais atteindre mon Fs max beaucoup plus rapidement. Puis l'objet se met à accélérer, finalement, plus tôt. Tiens, je vais faire arrêter. Donc, si j'ai un mu-s qui est très faible, ben, ça ne prendra pas de temps. J'applique une légère force, puis on tombe tout de suite en régime cinétique. Donc maintenant, disons que mon mu-s vaut 2. Mu-c, ben, ça dépend des surfaces. Donc, le ratio entre mu-s et mu-c peut varier d'une surface à l'autre. Ce qui va changer, en fait, c'est que si mon mu-c est très rapproché de mu-s, ben, quand je vais appliquer ma force puis que je vais tomber en régime cinétique, l'accélération ne sera pas très grande. Parce que Fc est pratiquement égal à Fs max. Donc, la somme des forces est presque nulle. Donc, j'ai quand même l'accélération, mais elle est faible. Si au contraire, je prends un mu-c qui est relativement faible par rapport à mu-s, c'est les mêmes conditions, mais dès que l'objet se met à bouger, ben, Fc est considérablement plus petit que Fs max. Donc, si je garde la même force appliquée, je vais causer une grande accélération. Très intense. Très intense. OK? Donc, vous pouvez toujours jouer avec ça si vous voulez vous familiariser. J'ai une autre animation qui implique un plan incliné cette fois-ci. Donc là, j'ai une masse qui repose sur un plan incliné. Donc à la verticale, c'est assez simple. J'ai Fg vers le bas, j'ai la force normale vers le haut. Si je change l'inclinaison du plan incliné, bien là, ce qu'on peut dessiner ici, donc là, je mets l'axe des X dans le sens du plan incliné, l'axe des Y perpendiculaire. Donc ma force normale est sur l'axe Y. La force de frottement statique, c'est elle qui empêche l'objet de glisser, et sur l'axe des X. Puis ma force gravitationnelle, elle, se décompose en Fgx puis en Fgy. Donc là, tant et aussi longtemps que la force de frottement statique peut maintenir l'objet à l'équilibre, il n'y aura pas de mouvement. Okay, là, je peux afficher ici Fs max aussi. Donc là, vous voyez, là, tant et aussi longtemps que Fs est plus petit que Fs max, je suis en régime statique. C'est sûr que si j'augmente la pente ici, mais l'effet, c'est qu'on va augmenter Fgx, juste parce que la composante va augmenter. Là. Puis le fait d'augmenter Fgx, pour maintenir à l'équilibre, il faut que Fs augmente aussi. Donc à un moment donné, si je continue ça, bien, je vais avoir un Fs qui va être égal à Fs max, et je vais tomber en régime cinétique. Et l'objet va tomber avec une accélération vers le bas. Je peux changer la masse de l'objet. Ce qu'on remarque, en fait, si on fait les calculs, on remarque que tous les vecteurs vont augmenter avec la même proportion. Ce qui fait que ça ne changera rien au fait que la masse, si elle se met à glisser, donc ici la masse se met à glisser à un angle d'environ 45 degrés, bon, ben même si je changeais la valeur de la masse, donc je mets 10 là, on va avoir la même situation. 45 degrés et la masse normale. En fait, on pourrait calculer que l'angle en question est relié à mu-s. Puis ça se trouve avec le tangente de l'angle θ. Ça, vous allez devoir le faire dans votre laboratoire sur la force de frottement. Okay, donc, si je prends maintenant, changer un peu mes coefficients de frottement. Ce qui est le fun avec ça, c'est que je peux initier le mouvement. Puis un petit peu comme tantôt, là, si je suis assez rapide pour diminuer mon inclinaison, ben, je peux faire arrêter la masse. Donc, dans ce cas-ci, ce qui arrive, c'est que quand l'accélération change de sens, c'est que j'atteins un angle qui est plus faible. Puis là, ben, c'est Fgx qui est plus petit que Fc. Donc là, c'est comme tantôt, là, la force globale est vers le haut. Donc Fc est plus grand que Fgx, ce qui génère une accélération vers le haut du plan. Et puis là, ben, on se retrouve avec une décélération. Puis à un moment donné, quand c'est arrêté, on est en régime statique. Donc ça, c'est intéressant pour voir, pour visualiser les forces, leur orientation. Okay, puis je ne l'ai pas dit, mais l'angle de 18,6 degrés, c'est l'angle au sommet ici, qu'on peut reporter
entre FG et l'axe Y. Je peux aussi mettre les forces directement sur l'objet. Et voilà. Bon, un exemple pas trop compliqué pour l'application de la force de frottement. Si on prend une rondelle de hockey, donc sur la glace, donc la rondelle est frappée à sa vitesse initiale à droite, puis je vous donne une distance sur laquelle la rondelle va s'arrêter. Donc on sait que rendu ici, la rondelle a une vitesse nulle. Donc VI, supposez que ça vaut 20 mètres par seconde. VF vaut 0 mètres par seconde. Vous avez un delta X ici. Toujours si je prends l'origine là, je reste 0 ici. Donc, mon delta X, position finale moins initiale, ça fait 120. Et on vous demande de calculer le coefficient de frottement cinétique. Puis je ne vous donne même pas la masse de la rondelle. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Bien, ce que je dirais, c'est que on va regarder les forces qui agissent sur la rondelle. Donc la rondelle est soumise à la force de la gravité. Il y a une force normale qui l'empêche de traverser la glace. Donc pour ce qui est des sommes des forces en Y, ben ça vaut 0, okay? Parce qu'il n'y a pas de mouvement Y, l'objet est immobile par rapport à l'axe Y. Mais il y a une autre force. Qu'est-ce qui fait que la vitesse passe de 20 mètres par seconde à 0 mètres par seconde? Il y a une force qui se trouve à être la force de frottement, dans ce cas-ci, cinétique. C'est certainement pas statique parce que ça bouge. Puis cette force de frottement cinétique-là, c'est la force qui cause la décélération. C'est ce qui fait que la vitesse va finir par être nulle. Donc maintenant, si on développe ben, la force de frottement cinétique, on sait que c'est N fois mu-C. Parfait? Bien, N, ça vaut quoi? Bien, si je fais la somme des forces en Y, on l'a dit tantôt, la somme des forces en Y vaut 0. Donc, on a quoi? On a plus N moins FG qui vaut mg. Donc, on peut dire que la force normale, c'est égal à mg. En gros, FC, c'est mg mu-c. Bon, ben, si je veux trouver mu-c, il faudrait que je trouve un lien entre la force de frottement cinétique et puis les vitesses, puis les 120 mètres. Okay? Ben, je me savais la deuxième loi de Newton. Donc, je sais que cette force de frottement-là, FC, génère une accélération A. Puis la deuxième loi de Newton, ce qu'elle me dit, c'est que la somme des forces en X, dans ce cas-ci, n'est pas égale à 0, est égale à MA. Dans ce genre de problème-là, ce qu'il faut absolument faire, là, avant de faire votre équation, dessiner le sens de l'accélération. Donc, l'accélération, ici, je sais que VI est vers la droite, puis VF est égal à 0. Donc, l'accélération est vers la gauche ici. Donc, ça veut dire que quand je fais ma somme des forces en X, là, c'est le choix de l'axe des X. Vous pourriez le mettre vers la droite, l'axe des X, mais j'ai tendance à le mettre dans le sens de l'accélération. Okay, la raison pour ça, c'est que si je mets l'axe des X dans le sens de l'accélération, bien dans mon terme, la somme des forces égale à MAX, mon AX va être positif parce qu'il pointe vers les X positifs. Donc, une fois que c'est fait, ce que je vais faire ma somme des forces en X, mais là, je vais me fier au sens de l'accélération. Donc, les forces qui sont dans le sens de l'accélération, je les mets positives, puis les forces dans le sens contraire sont négatives. Ici, ça va bien parce que la seule force que j'ai qui cause l'accélération, c'est FC. Donc, plus FC. Si j'en avais une autre dans l'autre sens, j'aurais mis moins l'autre force. Donc, j'ai deux équations que je peux relier ensemble. Hein, je pourrais prendre FC, puis en fait, ce que je peux dire, c'est que mg mu c égale à m ax, hein, puisque FC égale à FC. Et là, vous voyez que je ne vous ai pas donné la masse, puis c'est vraiment pas grave, parce que ça annule. Donc, peu importe la masse de la rondelle, ça ne devrait pas influencer la situation. On arrive au fait que mu c égale à ax sur g. Si je trouvais la grandeur de l'accélération ax, ben je trouverais la grandeur de mu c. Donc maintenant, je peux le faire parce que j'ai ce qu'il faut, j'ai VI, j'ai VF et j'ai delta x. On peut appliquer de la cinématique. Donc ce que je sais, c'est que VF égale à VF carré égale à VI carré plus 2AX delta x, avec VF qui vaut 0. OK, voilà. Donc la valeur ici de moins 1,67 mètres par seconde carrée.
Ici, moi, ce que je veux, c'est prendre la valeur absolue de AX. Vous remarquez, AX, c'est des mètres par seconde carré, G, c'est des mètres par seconde carré. Donc, μc est un coefficient sans unité, ce qui est tout à fait normal, de 0,17. Donc, la masse n'a pas d'importance.